Bonjour à tous, bienvenue à ces deuxièmes assises de l'ingénierie qui sont organisées par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est un peu votre fabrique à projet, à vous qui êtes dans les territoires. C'est notre dernière journée des assises. Voilà, c'était une grande semaine extrêmement chargée. Alors on va parler d'emploi, on va parler d'insertion professionnelle. Vous l'avez remarqué, tout va plutôt mieux sur le front de l'emploi en France, sauf que certains secteurs ont du mal à recruter, des postes sont vacants. Il y a par exemple 70 000 postes industriels qui sont non pourvus à cette heure en France. Et puis malgré cette situation plutôt positive, on a quand même des personnes qui restent éloignées de l'emploi, peut-être à cause de leur situation sociale, de leur situation de santé ou autre. En tout cas, dans les deux cas, ce sont les territoires, probablement, qui peuvent trouver les solutions, ou en tout cas aider vraiment à les trouver, parce que c'est elles, finalement, qui connaissent le mieux le tissu dont elles sont faites. Alors, encore faut-il qu'elles soient accompagnées, guidées, financées, qu'elles aient accès à de l'ingénierie. On va en parler avec tous nos intervenants. Alors voilà, on est nombreux sur ce plateau, aussi à distance. On va avoir des interventions de la NCT, de la PEC, de l'AFPA, de la DI, l'école de production de Béthune. L'ANRU sera également représentée. Et puis, on aura vos questions aussi. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, moi-même, je pourrai les poser. L'atelier dure 1h30, 1h20, parce qu'on commence avec un petit peu de retard, vous avez remarqué, petit problème technique, mais voilà, rien de grave. Et puis moi-même, je m'appelle Paul Debrem et je suis animateur d'événements scientifiques et techniques et ravi d'être avec vous une nouvelle fois. Léa Ghislain, on commence avec vous. Alors, vous êtes à l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et vous êtes la directrice d'un programme qui est le programme Emploi, Formation, Développement économique. Je disais en introduction qu'on avait besoin des territoires là pour mais pourquoi, enfin, je veux dire, il y a des gens ils ont besoin de travailler, et puis il y a des gens, leur métier c'est de leur donner du travail, c'est Pôle emploi, c'est la PEC, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des territoires dans cette relation? Parce qu'en fait, au final, aussi bien les employeurs que les demandeurs d'emploi sont assez peu mobiles. Parce que voilà, on ne déplace pas une usine forcément comme ça. Des demandeurs d'emploi n'ont pas forcément envie de traverser toute la France. Et surtout, c'est effectivement un besoin qui se travaille en grande proximité, soit parce que les compétences évoluent d'un côté, notamment les besoins de compétences des entreprises, et puis parce que les représentations et les possibilités des demandeurs d'emploi vis-à-vis de ces métiers, elles se travaillent aussi. C'est vrai que l'industrie, pendant longtemps, on a dit que c'était peut-être pas un secteur porteur. En fait, on se rend compte de plus en plus que si, il y a une vraie force industrielle en France, il y a des vraies compétences à développer. Et du coup, c'est comment on accompagne des demandeurs d'emploi, aussi bien dans leurs difficultés personnelles que dans leur représentation sur les métiers qu'ils peuvent occuper sur un territoire. Et la force justement de l'intervention, je pense, de la NCT, des préfectures et aussi surtout des collectivités qui s'investissent dans ces sujets, c'est d'être au plus près des besoins, aussi bien des entreprises que des demandeurs d'emploi. Les collectivités, elles connaissent bien les personnes finalement, hein, donc voilà, elles peuvent être le maillon qui va mettre aussi tout le monde ensemble pour que les choses se passent au mieux. Alors, on va faire un petit zoom sur un programme qui était tout à fait intéressant, qui s'appelle le programme Choc industriel. Et vous-même, Alice Provendier, vous travaillez également à l'ANCT et vous êtes chargée du programme Territoire d'industrie. Bon, mais on va s'intéresser particulièrement à Choc industriel. On va voir de quoi il s'agissait. J'en parle au passé parce que c'est fini. Sauf qu'il y a un petit frère, si je puis dire. Hein, ça a donné naissance, en tout cas, à un autre programme qui y ressemble beaucoup, dont on va également parler, qui s'appelle, lui, Rebond industriel. Hein, c'est ça. Alors, parlons déjà de choc industriel. De quoi est-ce qu'il s'agissait? En tout cas, c'est un nom qui sonne, hein, on voit, il y a plein de dynamiques là-dedans. Alors, la méthode choc industriel, c'est une méthode en fait, qu'on a mise en place effectivement dans le cadre du programme Territoire d'industrie et dans le cadre aussi du plan de relance. En fait, l'idée, c'était de venir un petit peu en aide aux territoires, à des territoires confrontés donc à des chocs industriels, c'est-à-dire par exemple, une restructuration de sites importante, des licenciements d'emplois, etc., qui peuvent déstabiliser l'ensemble d'un bassin économique. Et donc, en fait, l'idée, c'était de mobiliser le marché d'ingénierie de l'ANCT
pour venir apporter un soutien sur une période concentrée, mais un soutien assez dense, donc de 150 jours hommes avec un cabinet de consultants dédié pour venir aider ces territoires. En fait, donc la méthode choc industriel, c'est 2 volets. Donc ce volet de soutien en ingénierie avec des consultants au service du territoire qui viennent rencontrer l'ensemble des entreprises du bassin industriel sinistré. Donc pas juste l'industriel qui lui va licencier ou qui va délocaliser, si je puis dire, ou ce genre de choses-là, mais vraiment, voilà, on va essayer l'ensemble de du territoire globale, ouais. Tout à fait. Donc à l'échelle d'une intercommunalité, voire d'un regroupement d'intercommunalités. L'idée, c'est que donc ce bassin est en difficulté et l'idée, c'est d'essayer de redynamiser l'ensemble du territoire. Donc avec ce déploiement d'une équipe de consultants dédiés qui va rencontrer tous les industriels, essayer d'identifier les projets porteurs, les projets structurants pour le rebond du territoire à long terme, et qui va également travailler sur une feuille de route industrielle, un plan d'action, là qui répond vraiment aux besoins identifiés par le territoire, et ça peut être notamment sur des thématiques justement de formation et d'emploi, de meilleure adaptation des formations aux besoins des recruteurs, etc. Donc, mais ça peut être aussi sur d'autres logiques, des logiques foncières, des logiques de mise en réseau des acteurs. Donc ça, c'est vraiment à la demande des territoires. Et ensuite, il y avait un deuxième volet aussi de soutien en subvention des projets industriels les plus structurants, ne trouvant pas de soutien en subvention parmi les dispositifs existants. Donc, un territoire, une industrie qui tout à coup connaît de graves difficultés, on a la possibilité, c'était, j'en parle au passé, 2 à 3 consultants sur une période de 2-4 mois, donc c'est une grosse force de frappe d'un seul coup. Alors donc ils vont recenser déjà les industriels du territoire, parce que l'idée c'est, on ne va pas laisser faire ça de cette manière-là, on va accompagner le plus possible les personnes concernées pour qu'elles retrouvent de l'emploi, c'est ça ? Alors donc, l'idée c'est d'intervenir effectivement sur ce territoire-là pendant une période limitée en répondant aux axes prioritaires de développement du territoire. Ça peut être ces enjeux d'insertion, de recrutement. Mais ensuite, l'enjeu, c'est aussi de bien s'articuler avec les acteurs locaux, les acteurs du développement économique, les acteurs de la formation, toutes les structures déjà en place sur le terrain. Et ensuite, de s'appuyer aussi sur ces acteurs qui vont s'assurer de la mise en œuvre à long terme des préconisations de la feuille de route, parce que l'intervention, elle reste sur une durée limitée et elle n'a pas vocation à remplacer ou doublonner le travail des acteurs locaux. Alors, quelle est la place ? Il y a une expression qu'on n'a pas utilisée jusqu'ici, là, c'est collectivité territoriale ou collectivité locale. Quelle est leur place dans tout ça ? Alors, les collectivités territoriales qui sont bénéficiaires de cet accompagnement, l'idée, c'est de vraiment mettre à leur disposition cet accompagnement. Donc, c'est sur la base de l'expression de leurs besoins qu'on va définir le cahier des charges et les grandes orientations de l'intervention du cabinet. Parfait. Donc, au terme de tout ce travail, on est capable d'orienter les industriels vers des dispositifs qui sont les plus adaptés pour les aider à relancer leur machine, si je puis dire. Il y a des financements aussi à la clé, donc ils vont pouvoir aussi embaucher davantage, etc. Oui, c'est l'objectif. Effectivement, le nombre de créations d'emplois, ça fait partie des critères qu'on regardait attentivement pour le choix des projets les plus prioritaires à soutenir. Parfait. Donc une grosse feuille de route. 2-3 mois, ça suffit pour faire tout ça ? Alors, ça suffit généralement à effectivement aller voir la plupart des industriels, les accompagner et faire un plan d'action, mais qui ensuite, c'est surtout des préconisations, c'est des grands axes, et toute leur mise en œuvre et le déploiement ensuite nécessite de s'inscrire sur une plus longue durée, mais ce n'est plus le rôle là du cabinet déployé. Absolument. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets ? Est-ce que vous avez une idée déjà du volume, du nombre de territoires qui ont été aidés de cette manière-là ? Oui, depuis fin 2020, on a accompagné 17 territoires. Et donc ce dispositif en fait va se prolonger dans le cadre de France 2030, donc un programme. Donc, choc industriel s'arrête, mais se transforme
en un autre dispositif qui s'appelle rebond industriel. Voilà, qui devrait s'appeler rebond industriel. Qui en devrait. fait, c'est vraiment, on est en cours de, le dispositif est encore vraiment en cours de discussion, de formalisation. Donc c'est tout n'est pas information encore, en avant-première. Voilà, exactement, avant-première. Voilà, et donc le cahier des charges de cet appel à manifestation d'intérêt devrait être publié durant l'été, a priori fin juillet, et il devrait permettre donc aux territoires qui remplissent les critères de pouvoir candidater à cet AMI. On aura a priori une première relève en septembre, mais ensuite des relèves à échéance régulière pour sélectionner les territoires qui pourront bénéficier de cet accompagnement en ingénierie et en subvention pour les industriels. Et parmi les critères à prendre en compte, c'est leur exposition, leur fragilité et leur exposition aux mutations de la filière automobile dans le cadre de la transition écologique. Voilà, donc autant choc industriel était un peu tous azimuts, là, on est plus sur l'automobile, on est d'accord ? Alors, choc industriel, c'était déjà de fait surtout des fonderies, des sous-traitants automobiles. Enfin, c'était déjà la filière automobile, mais et donc là, on continue un petit peu dans cette même logique. Ouais. Et donc, choc industriel avait été créé dans le cadre de la relance après les difficultés qu'on avait connues avec les crises de la Covid. Oui, c'était dans ce cadre-là que la méthode a été un peu testée. D'ailleurs, le premier territoire d'intervention, c'était Béthune. Ah, ben voilà. On va y retourner dans quelques instants. Bon, très bien. Alors, donc, rebond industriel. Et vous me disiez que rebond industriel par rapport à choc industriel, donc rebond, c'est le petit frère, si je puis dire, rebond va être amplifié par rapport à choc industriel ? Oui, effectivement, rebond industriel, ce dispositif va bénéficier d'une enveloppe globale de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Pour rebond industriel. Ouais. Voilà, dont 10 millions pour de l'ingénierie, donc pour les accompagnements que je décrivais tout à l'heure, et 90 millions qui seront une enveloppe de soutien en subvention à des territoires, à des projets d'entreprise. Voilà. Vous me disiez c'est vous qui me disiez qu'il y avait 70 000 emplois non pourvus dans l'industrie en France. Effectivement, c'est les chiffres dont on a connaissance, et le fait aussi que les employeurs signalent qu'un recrutement sur deux est jugé difficile dans l'industrie. Un recrutement sur deux jugé difficile dans l'industrie, c'est considérable. Donc, choc industriel, c'était pendant une période donnée, 17 territoires aidés, et là, l'objectif avec rebond, là, c'est 50 territoires. Donc 17, on passe à 50, et ce sera sur 5 ans. Donc là, c'est un outil qui serait quand même plus pérenne. Oui, effectivement. Dans le cadre de France 2030, c'est environ une dizaine de territoires accompagnés sur 5 ans, donc jusqu'en 2026, avec des relèves régulières. Donc si les territoires intéressés ne sont pas tous prêts à candidater dès septembre, ils auront largement le temps de peaufiner leur candidature. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, vous passez un peu la main à la Banque des territoires. C'est l'ANCT lève le pied, si je puis dire, et passe le relais à la Banque des territoires. Alors, c'est aussi dû à l'organisation de France 2030 qui a des opérateurs dédiés. Et la Caisse des dépôts, Banque des territoires est l'un des opérateurs de France 2030. La Banque des territoires, c'est une partie dépend de la Caisse des dépôts. Ouais. Oui. Et donc, effectivement, l'ingénierie jusqu'à présent était réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'ANCT en mobilisant son marché d'ingénierie sur mesure. Et à partir de la rentrée du nouveau dispositif, elle sera opérée par la Caisse des dépôts. Et là, je comprends qu'avec ce nouveau dispositif qui va être lancé, là, c'était un peu plus ouvert que choc industriel, parce que vous me disiez tous les territoires peuvent candidater ? Sous réserve de cocher les critères d'éligibilité, de sélection, qui seront précisés dans le cahier des charges. Bon, parfait. Alors, Léa Gisley, là, ce choc industriel, ce rebond industriel, c'est considérable ce qui s'est passé, là. C'est une grosse aide ? Oui, et je pense que c'est une aide effectivement qui répond aux attentes des entreprises, aux attentes des collectivités locales pour développer. Et vous évoquiez la crise Covid. Je pense qu'on en a tous parlé sur le fait que la France n'était pas forcément capable de produire un certain nombre de... pas forcément dans la filière automobile pour le coup, mais un certain nombre de produits. Et c'est vrai qu'on sent cette tendance de fond. Et côté demandeur d'emploi, c'est vrai que pour nous, puisqu'on est plus sur ce public-là et donc sur ce travail, en fait, c'est des perspectives qui s'ouvrent à des échelles territoriales très fines. Et donc, c'est plutôt très intéressant.
Bon, alors c'est intéressant de faire un petit point comme ça sur ce dispositif choc industriel, rebond industriel. Hein. Rebond industriel, c'est 100 millions d'euros quand même sur 5 ans, donc c'est considérable. Léa Gislet, donc vous êtes la directrice du programme Emploi, Formation, Développement économique à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On avait envie de parler d'un autre sujet, c'est les cités de l'emploi. Et ce que je vous propose, si vous voulez bien, vous connaissez très bien évidemment ce sujet-là, c'est peut-être d'en parler avec Anne Delabre dans un premier temps, de façon extrêmement concrète. Hein, parce que vous, Anne Delabre, vous travaillez à la communauté urbaine d'Arras. Vous êtes directrice du développement économique au sein de la CU d'Arras. La CU d'Arras, c'est quoi? 46 communes et 107 000 habitants. Voilà, pour qu'on ait une idée dans le nord de la France. Et vous me disiez, voilà, dans le cadre de ces cités de l'emploi, donc l'idée, c'est de faire en sorte d'améliorer la situation de l'emploi sur un territoire, tout simplement, et vous dire, on a besoin de casser les schémas. Casser les schémas, c'est une expression forte. Qu'est-ce que ça veut dire casser? Et je sais que vous, c'est du concret quand vous dites ça. Hein. Je sais que vous parlez de choses très, très concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire casser les schémas? L'objectif pour nous, en fait, c'est vrai que sur le territoire, nous avons l'habitude, en tant que collectivité, de coordonner les recrutements au bénéfice des entreprises. Donc nous faisons cette coordination pour faciliter les recrutements. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation de l'emploi s'est nettement améliorée. Donc aujourd'hui, on a affaire à des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un accompagnement renforcé pour pouvoir accéder à un emploi pérenne. Et Cité de l'emploi, donc nous avons été labellisés il y a quelques mois, a pour objectif, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, justement de travailler sur cette coordination très fine de tous les acteurs dans les quartiers. Et donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place... Mais vous n'allez pas casser les schémas, là? C'est quoi casser les schémas, alors? Pour nous, casser les schémas, c'est faire travailler ensemble les travailleurs sociaux, le bailleur social, les gardiens d'immeubles. Les gardiens d'immeubles? Oui, les gardiens d'immeubles qui vont aller frapper aux portes, qui vont aller distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres et qui, avec les travailleurs sociaux, qui sont aussi des personnes de confiance pour les habitants, qui n'ont plus forcément peut-être cette envie de croire dans ce que leur proposent les institutionnels. On va se baser on va faire passer nos messages par les gardiens, par les travailleurs sociaux. Vous m'avez dit on va aller voir les clubs sportifs, puis on emmène aussi les CCAS, les centres d'action sociale, embarquer tout le monde. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais y compris des gens auxquels on ne pense pas forcément. Les gardiens d'immeubles, j'y avais pas pensé. Les clubs sportifs non plus, pour parler d'emploi et voilà, faire en sorte que... Donc là, j'ai compris casser les schémas. Excellent. On va donc parler avec vous de Cité de l'emploi. Donc vous avez dit beaucoup de choses. Donc c'est pour les quartiers en politique de la ville. Et donc c'est un dispositif qui vise à essayer effectivement d'améliorer les choses sur le front de l'emploi par le biais de la coordination. C'est ça, il faut coordonner il faut faire discuter tout le monde, quoi. Oui, je pense que la clé de la réussite, elle est là justement, c'est de faire travailler très concrètement ensemble tous ceux qui, de près ou de loin, entourent les habitants dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Est-ce que votre problème, c'est, vous me disiez, dans la région d'Arras, vous avez un chômage à 6%. Vous n'avez quasiment pas de chômage. Moi, j'ai appris que quand on était à 5% de chômage, on était au plein emploi. Alors justement. Donc là, il y a une tension parce qu'en fait, il y a du travail. Il faut trouver des gens pour remplir les postes. Et puis, voilà, tout le monde pourrait y gagner, quoi. Donc effectivement, ce qu'on veut, c'est justement toucher ces personnes qui, aujourd'hui, restent demandeurs d'emploi alors qu'il y a autant de postes à pourvoir. Et là, on a besoin d'un accompagnement vraiment complet. Vous évoquiez les problèmes de garde d'enfants, mobilité, logement. Il faut qu'on puisse avoir ce double accompagnement finalement, à la fois social et accompagnement vers l'insertion professionnelle. C'est ça. Et donc, parce qu'on peut se dire souvent, voilà, le problème c'est de la formation, enfin voilà, tout le monde est employable, mais c'est pas le cas en fait. Les personnes qui aujourd'hui ne vont pas vers l'emploi, ce sont des personnes qui ont d'autres problèmes, d'autres soucis que de purs problèmes de formation. Et il faut aller s'attaquer à ça également, c'est ça ?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a tout l'outil nécessaire pour pouvoir former les personnes au métier en tension. Mais par contre, c'est vrai qu'une personne qui a des difficultés pour se loger, pour nourrir ses enfants, forcément, elle ne va pas avoir en tête l'insertion professionnelle et l'entrée en formation comme priorité. Je peux avoir des problèmes de santé aussi. Oui. Je peux avoir des problèmes de garde d'enfants. Vous disiez, il y a pas mal de femmes seules avec enfants. Comment est-ce qu'elles font ? Donc c'est tous ces genres de problèmes. Alors ce système Cité de l'emploi, c'est surtout quand il s'agit de recrutement en nombre, c'est ça ? C'est une entreprise a besoin de faire un gros recrutement et là vous allez mobiliser toutes ces ressources et toute cette ingénierie autour de la... Alors on est sur tout type de recrutement. Tout type. Tout type. Bon. Nous, ce qui compte, c'est de pouvoir fournir un salarié aussi bien à l'épicier du bout de la rue qu'à la grande entreprise qui recrute en nombre. C'est à chaque fois adapté à la situation de l'entreprise, à ses besoins, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit très grande. Donc vous emmenez tout le monde avec vous, parce qu'on a compris que les demandeurs d'emploi, ils pouvaient avoir des problèmes de santé, des problèmes sociaux, etc. Donc finalement, vous, le territoire, vous devenez une sorte de chef d'orchestre un petit peu de ces questions d'emploi, en tout cas, de facilitateur. Oui, je pense qu'on a cette légitimité, en tout cas, ou alors peut-être une certaine neutralité finalement, qui nous permet de faire travailler ensemble des structures, des acteurs qui ont chacun leurs objectifs, leurs propres financeurs, voilà, parfois des intérêts certes communs pour amener toutes les personnes à l'emploi, mais parfois des manières de procéder un petit peu différentes. Et donc notre objectif, c'est qu'on reste très cohérent dans l'ensemble pour avoir une belle lisibilité pour nos habitants, pour qu'ils comprennent où on veut les emmener. Et quand vous dites où on veut les emmener, qu'est-ce que c'est alors ? C'est quoi ? C'est vers l'emploi, tout simplement ? Oui, c'est vers l'emploi. D'accord, on est bien d'accord. Donc alors, qu'est-ce que vous mettez autour de la table ? Autour de la table, on va avoir à la fois les centres sociaux, les CCAS, les bailleurs sociaux. Parce qu'eux-mêmes ont un regard sur les personnes en question. Ces centres sociaux les connaissent bien, connaissent leur situation sociale. Oui. Et se disent, jusqu'à quel point est-ce que cette personne est employable ? Je ne sais pas si vous me passez l'expression, mais est-ce qu'elle peut avoir accès à l'emploi très rapidement ou est-ce qu'elle n'a pas d'autres problèmes, c'est ça ? Dans tous les cas, ce qui compte pour nous, c'est qu'on ait affaire à des acteurs qui connaissent bien les habitants. C'est ça. On ne leur demande pas de devenir des conseillers Pôle emploi, justement, et c'est important de respecter le rôle de chacun. Donc bien sûr, on travaille étroitement avec Pôle emploi, avec la mission locale, avec les écoles de la deuxième chance, les structures d'insertion, tous les acteurs habituels de l'emploi, de la formation, de l'insertion, mais chacun dans son rôle. Donc les travailleurs sociaux, les gardiens d'immeubles sont là pour nous aider à détecter des personnes qui sont sorties de tous les radars, des personnes qui restent enfermées chez elles, qui ne sortent plus, ou des jeunes qui sont en décrochage complet. Donc on a besoin de les repérer. Et après, charge à ceux qui doivent accompagner vers l'emploi de reprendre le relais ensuite. Et donc, on peut avoir identifié des personnes comme ça qui sont très éloignées et on peut aller les chercher, si vous me passez l'expression, aller à leur contact et commencer à discuter avec ces personnes et voir quels sont les problèmes, comment on peut les aider, quel dispositif s'applique à elles, etc. En fait, je pense que ce qui compte, c'est, tout à l'heure j'évoquais les personnes de confiance. Oui. Je pense que pour déjà aller capter et détecter ces personnes qui sont loin de tous les dispositifs ou loin de tout ce qui est institutionnel en tout cas, il est important qu'on puisse les capter avec des personnes de confiance avec lesquelles elles ont l'habitude peut-être de discuter ou qu'elles ont l'habitude de voir dans le quartier. Et après, on fera en sorte de passer les relais pour franchir l'étape suivante. Votre rôle, c'est celui d'un ensemblier, c'est ça l'expression que vous avez utilisée ? C'est ça. Ok, parfait. Et vous me disiez, on veut mettre en valeur, ou il faut mettre la marque employeur de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que la marque employeur d'une entreprise ? La marque employeur, c'est l'ADN de l'entreprise, ce sont ses valeurs véhiculées à travers ses pratiques en tant qu'employeur. Que propose l'entreprise à ses salariés, à ses futurs salariés ? Aujourd'hui, l'entreprise doit convaincre les candidats de postuler et rejoindre ses équipes. Donc les rôles se sont inversés.
Les rôles se sont inversés. On ne l'a pas vu venir, mais voilà, les rôles se sont inversés. Très bien. Et du coup, vous avez monté un club des DRH d'entreprise. Dans quoi est-ce que ça consiste? Comment est-ce que vous voulez recruter ces clubs, ces DRH pour qu'elles fassent partie de Alors ce c'est club? très ouvert. L'objectif pour nous, c'est de réunir les DRH de nos entreprises ou même des chefs d'entreprise qui sont seuls et qui doivent gérer eux-mêmes leurs ressources humaines. Et l'objectif, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques, de pouvoir faire évoluer, puisque l'entreprise doit attirer les candidats et valoriser sa manière de faire pour séduire les futurs salariés. Je pense que des pratiques vont être développées un petit peu nouvelles, des nouvelles manières de recruter. Aujourd'hui, on assiste à des job dating inversés. Ce ne sont plus les candidats qui se présentent presque devant un jury. C'est l'entreprise qui se présente aux candidats pour expliquer pourquoi il serait super de venir rejoindre ses équipes. Alors, on a vraiment cassé les schémas, là. Alors, quel est le rôle de l'ANCT là-dedans? On a donc ce label Cité de l'Emploi. En quoi l'ANCT vous a aidé à peut-être à casser les schémas, justement, à amener tout le monde autour de la table, à vous dire, on ne va pas juste parler avec les organismes habituels, mais aussi les gardiens d'immeubles, on va faire intervenir les clubs sportifs, les clubs, les centres d'action sociale, etc. Je pense que le fait d'avoir eu ce programme Cité de l'Emploi, c'était l'occasion, finalement, on avait l'habitude de travailler avec des acteurs emploi-formation classique sur l'ensemble du territoire. Et là, on se concentre vraiment sur les quartiers près de la politique de la ville. Et c'est ce qui nous a amené aussi à travailler avec des acteurs bien différents de ceux avec lesquels on avait l'habitude de travailler avant. Alors, est-ce que ça marche? Et puis je pourrais vous le dire dans quelques mois, en tout cas, puisqu'on prépare la programmation, on construit. Vous construisez. On construit ensemble. Okay. Là où auparavant, des acteurs tels que Pôle emploi ou la mission locale organisaient des forums de l'emploi en quartier ou à l'extérieur, aujourd'hui on prépare la programmation pour la rentrée et jusqu'à la fin de l'année. Et on construit ces événements avec les acteurs aussi sociaux pour choisir le lieu, pour choisir le moment, pour choisir le message qu'on fera passer, jusqu'à la rédaction du flyer qui sera déposé dans les boîtes aux lettres. Parce que très rapidement, on nous a en fait ramené les pieds sur terre en disant « mais votre discours institutionnel, on n'y comprend rien ». Alors, vous avez des acronymes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc voilà, il faut qu'on soit plus terre à terre. Ouais, plus terre à terre. D'accord. Ok. Il faut être plus terre à terre, Léa Gisley. C'est un peu dur pour nous, des fois. D'accord. On est loin. Non, mais ça me permet de rebondir peut-être immédiatement sur ce qu'a dit Anne, parce que vous lui avez posé la question de savoir ce que l'ANCT avait apporté. Oui. Et moi, je vais inverser la question, parce que d'une certaine manière, je pense que cette expérimentation des cités de l'emploi, on l'a construite parce que des territoires nous ont dit qu'ils s'en étaient saisis de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est une pure expérimentation. Vraiment, elle se lance. Je pense qu'elle a déjà vécu 3 vies, parce qu'elle est lancée avant le Covid, il y a tout le Covid, puis il y a le plan de relance, puis il y a cette période-là actuellement dont on parle en fait en creux, qui est celle où l'emploi va plutôt mieux. Et donc en fait, cette expérimentation, on l'a construite sur la base des retours des territoires, et tout ce qui est mis en évidence là par Anne, comment on va chercher des bailleurs sociaux, des associations sportives. En fait, c'est les territoires qui ont pris l'initiative peut-être en premier, qui nous ont aidés à structurer ce qu'était la Cité de l'Emploi, c'est-à-dire une démarche très très souple. Il y en a 84 aujourd'hui, je pense qu'il y a 84 cités de l'emploi, oui, 84 modèles. 84 modèles, 84 gouvernances, des collectifs. On a des cités de l'emploi qui sont d'échelle départementale, on a des cités de l'emploi qui sont à l'échelle de 2 communes, d'une commune, d'un quartier, de plusieurs quartiers. Au final, c'est vrai que c'est pas nous qui intervenons là-dessus. La seule chose qu'on a faite sur la base du retour des territoires, c'est qu'en fait, on a étayé nos convictions sur les besoins. Et les besoins, ils sont de 3 ordres. Et je pense qu'ils ressortaient bien dans ce que disait Anne. Un besoin de coordination, parce qu'en fait, le monde social, c'est le monde social. Le monde de l'emploi, insertion en emploi, c'est encore un autre monde. Le monde des entreprises, il est aussi un peu à part. Alors, c'est sûr que ça fait très techno quand je le dis comme ça, mais quand on a les mains dedans, et je pense que les collectivités locales, tous les acteurs de terrain le savent bien, c'est pas les mêmes directions, ouais. C'est pas les mêmes formations, c'est pas les mêmes personnes. Donc, comment on coordonne tout ça pour, en fait, simplement mobiliser tous les dispositifs qui existent déjà, et il y en a beaucoup. Et c'est juste, il faut savoir les activer au bon moment en fonction des besoins. Notre deuxième conviction, et Anne l'a dit aussi, c'est
c'est des publics qui ont des défiances vis-à-vis de l'institution publique. Et comment on va les chercher? Sur quel tiers de confiance on peut s'appuyer pour les ramener vers des opérateurs locaux qui sont là pour les aider, mais qui ont des fois du mal à les toucher, ces publics. Donc ça, c'est un effort en fait, du quotidien. Ça se construit au quotidien et ça supposait justement cet élargissement. Et puis le troisième point qui est très résiduel, mais qui est quand même important, et il y a d'autres territoires où on a vu que ça avait pu jouer un rôle complètement décisif, c'est qu'au national, quand on pense des politiques publiques, on ne pense pas forcément à la complexité de toutes les situations humaines. Et du coup, voilà, peut-être que sur le problème de mobilité, il y a plein de dispositifs d'aide à la mobilité. Mais peut-être que le dispositif, il est trop lourd et ce dont il y a besoin, c'est peut-être, je ne sais pas moi, une navette, un taxi, une fois par semaine, dans ce cadre-là très précis. Et la Cité de l'Emploi, c'est aussi des crédits souples pour accompagner des besoins très spécifiques. Alors on appelle ça innovant, c'est pas forcément très innovant. C'est innovant parce que ça s'adapte aux besoins du demandeur d'emploi à un instant T. Donc un dispositif souple qui s'adapte énormément, avec quand même des convictions fortes derrière tout ça, et l'envie de ramener des gens vers l'emploi, des gens qui en sont éloignés, qui ont de la défiance. Enfin, voilà. Donc il y a un enjeu démocratique aussi. Hein. C'est comment faire société tous ensemble quand même. C'est un vrai enjeu. Un vrai enjeu, il n'y a pas de S en jeu, mais un vrai enjeu. Et en fait, je pense que c'est un double enjeu démocratique. C'est effectivement les quartiers politiques de la ville, c'est des territoires où le taux de chômage il est 2,5 fois supérieur au reste du territoire. Environnant, c'est des territoires où vous avez beaucoup plus de bénéficiaires du RSA, de gens qui sont effectivement désocialisés ou parfois un petit peu marginalisés, ou en tout cas qui se perçoivent comme tels. Donc il y a cet enjeu démocratique, c'est l'emploi, c'est aussi la manière de se réinsérer dans une dynamique sociale. Et il y a peut-être un enjeu démocratique plus fin, c'est que la Cité de l'Emploi, parce qu'il y a des moyens un petit peu renforcés et parce que la démarche c'est celle d'une coopération, on se met au service, les collectifs se mettent au service du bénéficiaire et donc de ses attentes aussi propres. Et c'est un petit peu la démocratie à la taille de l'individu, mais c'est pas de l'appariement forcé, c'est pas juste de l'obligation, c'est aussi à un moment donné des acteurs qui écoutent des besoins, des difficultés et apportent des réponses vraiment sur mesure. Alors, la Cité de l'Emploi, quand on entend des choses comme ça, on se dit mais formidable, tant mieux, enfin bravo. Mais oui, c'est expérimental, c'est temporaire, mais il faut que ce soit pérenne. C'est quoi cette histoire? C'est ce que disait Anne. On pourra dire si ça marche dans quelques mois. On va voir. Voilà. Après, il y a quelque chose qui est certain, c'est vrai que les premiers retours sont positifs quand même. Oui, les premiers retours sont positifs. Alors après, ils sont jugés partis, forcément, parce que les retours sont surtout de la part des personnes qui le mettent en œuvre. Oui. La question, effectivement, c'est... Là, il y avait beaucoup de souplesse. On a tenté ça pendant 2 ans. Effectivement, quelle pérennité on lui donne, comment ça s'inscrit aussi dans des écosystèmes. Et puis, c'est ce que je disais, c'est une démarche. On n'est pas sur un dispositif, c'est plus une manière de travailler. Et la question, c'est comment cette manière de travailler réussi à infuser dans le cadre, alors particulièrement de la politique de la ville, qui est celui qui nous concerne et qui est plus vaste que le seul champ emploi, formation, développement économique. Alors, qu'est-ce que vous apportez, l'ANCT, concrètement à Anne Delabre, communauté urbaine d'Arras? Qu'est-ce qui se passe il y a des choses que vous dites que vous apprenez de la communauté urbaine d'Arras, mais vous apportez des financements, notamment? Il y a, je crois, c'est de l'ordre de 100 000 euros sur 2 ans, quelque chose comme ça? C'est une enveloppe annuelle de 100 000 euros sur 2 ans, qui est mobilisée dans le cadre du financement de la politique de la ville. Donc c'est vrai qu'il y a un apport financier. Nous, notre rôle, et puis après peut-être que Anne pourra dire ce qu'on apporte vraiment, notre rôle, c'est d'animer, en fait, ce collectif. Il y a 84 cités de l'emploi différentes. Donc avec la collectivité territoriale, avec le réseau préfectoral aussi, oui. Avec les opérateurs, Pôle emploi, les missions locales, principaux opérateurs de l'emploi, la PEC, puis l'ADI, la FRA, tous les partenaires. Bah oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que ce soit une démarche partenariale. Nous, notre objectif, effectivement, c'est de mettre en lien et d'animer cette communauté pour que les individus, pour que les acteurs ne soient pas isolés. C'est de documenter les bonnes pratiques, d'évaluer cette démarche. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Quels sont les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui fait que ça marche à tel endroit et pas à tel autre? Et peut-être, voilà, effectivement, notre rôle
se limite, on va dire, à ça, en tout cas dans ce cadre-là, à ce stade. Alors, continuons sur le thème du diagnostic avec Aurélien Gaucherand. Aurélien Gaucherand, vous travaillez à l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Donc, l'AFPA, elle propose des formations professionnelles qualifiantes qui sont sanctionnées par un titre professionnel du ministère du Travail. On a besoin de diagnostics approfondis pour faire en sorte que offre et demande en termes d'emploi puissent se rencontrer. En fait, je vais un peu vous surprendre, mais je pense que ce n'est pas la première chose dont on a besoin. Moi, je suis très séduit par le discours qui nous a été fait sur la Cité de l'Emploi à Arras. C'est une dynamique que l'AFPA poursuit depuis 4 ans dans ce sens-là aussi, en tout cas de contribuer à ce qui est une notion d'ensemblier sur les territoires et qui conjugue justement la problématique de l'accompagnement des parcours de vie et de l'accompagnement des parcours professionnels. C'est une stratégie très forte et c'est un changement assez radical dans l'histoire de l'AFPA, puisque en fait on s'ouvre, c'est une ouverture des pratiques de l'AFPA pour faire en sorte que les acteurs de l'entrepreneuriat, les acteurs de l'insertion professionnelle, de l'insertion par l'activité économique, qui eux aussi ont du mal à recruter en fait, ce qui prouve bien que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Faire en sorte que tous les acteurs du logement, de la mobilité, de la santé, de la garde d'enfants aussi, on installe des crèches dans nos centres pour justement permettre cela. Et en fait, on veut ouvrir nos pratiques pour agir en consortium justement, mais en consortium locaux. Et on essaie de donner les moyens pour qu'on ait des conseils de village, c'est comme ça qu'on les a appelés, c'est-à-dire rassembler les acteurs autour des villages des solutions. On ne les appelle pas des villages AFPA à dessein, c'est-à-dire que c'est des solutions pour le territoire. Et ça nous donne aussi un rôle dans l'aménagement du territoire, ce qui nous a donné l'occasion de nous rapprocher de la NCT, puisque justement on a des centres qui sont grands, qui sont assez répartis sur 140 sites en France, et puis on ouvre aussi de nouvelles places, qu'on a appelées des places AFPA, hors les murs, sur des territoires qui constituent des zones blanches, c'est-à-dire qu'on ne touche pas naturellement, en s'appuyant sur des services dématérialisés. Alors, je ne réponds pas directement à votre question, mais c'était pour introduire le propos. Évidemment, on a à l'AFPA une mission nationale de service public qu'il est possible de solliciter par l'intermédiaire des préfectures et qui permettent de faire des diagnostics emploi et compétences sur les territoires, c'est-à-dire vraiment d'arriver à objectiver, d'une part, quels sont les besoins en emploi, d'autre part, où sont les bassins de vie où se trouvent les personnes qui ont des difficultés pour trouver un emploi. Et c'est important de le faire dès lors qu'on engage des travaux importants. Par contre, on a un point sur lequel on est d'ailleurs avec Léa assez aligné là-dessus, c'est de dire que ces diagnostics sont importants dès lors qu'on va engager des moyens qui vont au-delà de l'expérimentation. Parce qu'on a besoin de pouvoir on va dire, être sûr de ce qu'on fait. Et évidemment, ce diagnostic se fait avec les partenaires historiques du service public de l'emploi. Il se fait aussi avec les collectivités qui ont une connaissance très fine en fait de leur population, de leurs entreprises aussi, pour y arriver. Pourquoi c'est pas tout de suite qu'il faut commencer par ça? En fait, ce qu'il faut faire, si je peux me permettre le dicton qu'on a, c'est de dire il faut faire bien avec rien, il faut faire mieux avec peu, mais il faut le faire maintenant. Et il faut ce qui est aussi important que la bonne compréhension intellectuelle et diagnostiquée du territoire, c'est la mise en mouvement des acteurs pour faire ensemble. Et donc le premier sujet à faire, c'est à périmètre constant, avec les moyens dont on dispose respectivement. Comment est-ce qu'on est capable de faire de la plomberie, c'est-à-dire de connecter en fait des bouts de parcours les uns avec les autres, des bouts d'accompagnement, des bouts de prestations, parce qu'en fait il y a énormément d'acteurs qui agissent sur ce sujet, à la fois de l'inclusion sociale et de l'insertion professionnelle, et qu'il n'y a aucun acteur aujourd'hui qui est capable de dire « moi j'ai l'ensemble des réponses ». Aucun. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé un village, parce qu'il faut vraiment tout un village, en fait, justement, d'acteurs, comme je les citais, de la citoyenneté, de la culture, du sport également, mais évidemment de l'insertion professionnelle, de la formation et de l'entrepreneuriat, pour arriver à répondre à l'ensemble des problématiques individuelles. C'est une manière, pour mettre la personne au cœur du dispositif, il faut que les acteurs soient en coopération les uns avec les autres.
Donc, c'est le mantra qu'on entend depuis le début de la matinée. Voilà. Donc, effectivement, vous confirmez ça, ce besoin de coordination. De toute façon, je crois que tous les acteurs le confirment, en fait. Aujourd'hui, on sait que si on veut faire mieux, le premier levier, c'est d'augmenter la capacité à coopérer entre les acteurs. Et donc, là, j'ai un exemple, par exemple, avec la place AFPA, qui est ce dispositif hors les murs qu'on propose, puisque maintenant, on se projette sur de nouveaux territoires, sur ce qu'on a fait à Oloron-Sainte-Marie. Et à Oloron-Sainte-Marie, en fait, on a... c'est un dialogue qui s'installe avec la région, avec le département, avec la collectivité locale, qui s'installe avec Pôle emploi également, avec le CCAS. Et en fait, on commence par faire un diagnostic en se parlant. Et en se disant, en fait, on diagnostique à la fois les problématiques, mais on diagnostique à la fois les solutions qui sont déjà existantes et qui sont déjà financées et qui peuvent être mises en action pour qu'on commence à prendre le goût de la coopération. Et ensuite, effectivement, on dit là, on va rentrer dans un projet plus structurant qui va demander des investissements, qui va demander des recrutements, qui va demander des recrutements de forces actives pour coordonner aussi, parce que cette coopération, elle n'est pas naturelle. Et à ce moment-là, en fait, le diagnostic de prospective emploi compétences sur le territoire a son utilité parce qu'on va rentrer dans des moyens plus conséquents à faire. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que ces diagnostics peuvent être sollicités. Alors, ça se passe par l'intermédiaire des préfectures et de la DGVFP. Et c'est toujours utile d'en parler avec son centre AFPA de proximité quand on a un territoire, si on a une velléité à aller dans cette direction-là, pour que ce soit appuyé, réinterprété localement. Voilà. Message passé. Merci Aurélien Gaucherand. N'hésitez pas à revenir dans le débat si vous le souhaitez. Léa Gisley, on parlait de diagnostic pas mal au cours de cette matinée, mais pendant qu'on fait des diagnostics, qu'on réfléchit ensemble, il y a peut-être des situations d'urgence qu'il faut traiter. Donc comment est-ce à la fois on fait du diagnostic, on réfléchit ensemble, mais en même temps on traite les urgences de personnes qui ont besoin demandeurs d'emploi qui sont le plus en difficulté, quoi. Non, mais c'est exactement ce que disait Aurélien, oui. Et son dicton était beaucoup plus élégant, mais c'est un peu cet enjeu d'avancer en marchant. Ouais. Bien avec rien, mieux avec peu, et là, j'ai oublié la fin. Mais... C'est ça. C'est pour ça que moi, je ne m'y suis pas risquée. En fait. Après, ça ne rimait plus, alors là, du coup, on a oublié, quoi. Ce qu'on constate sur les cités de l'emploi, et d'une certaine manière, plus globalement en politique de la ville, c'est que des dispositifs... Il n'y en a jamais eu autant. C'est vrai que le plan de relance, ça a été quand même quelque chose de massif. Dans le champ de l'emploi, il y a eu tout le plan Un jeune, une solution. Il y a tous les crédits du plan d'investissement dans les compétences. On a tous ces écosystèmes qui sont très mobilisés, avec énormément d'acteurs, énormément de possibilités qui rentrent vraiment dans un détail très très fin. Et pourtant, ça ne trouve pas toujours son public. Et nous, ce qu'on dit juste, c'est que la solution, c'est pas de réinventer. Donc le diagnostic, il est nécessaire parce qu'on ne va pas aller créer une brique à côté de toutes ces briques qui existent déjà. Néanmoins, ce qui est sûr, et c'est pour ça que la Cité de l'Emploi a de manière, j'insiste encore à nouveau, de manière résiduelle à une possibilité d'innovation, c'est qu'on peut avancer en marchant et que ce soit, j'imagine, côté territoire d'industrie, une entreprise qui s'installe, qui a besoin de ressources humaines maintenant, tout de suite, ou en tout cas de pouvoir se projeter sur le fait qu'elle va en avoir à 3-4 mois, ou côté demandeur d'emploi, des situations pour le coup sociales très compliqué, c'est comment on accompagne peut-être immédiatement, et ce dont on s'est rendu compte, nous en tout cas côté Cité de l'Emploi, c'est qu'en accompagnant 2, 3, 4, 5 personnes qui avaient des difficultés peut-être spécifiques, qui étaient très très éloignées, et ben en fait on soude le collectif. C'est-à-dire que des fois c'est un peu dur de parler en soi du diagnostic, en soi de ce qu'on va faire. Mais voilà, quand on avance en marchant, quand on appuie et qu'on prend des cas concrets de la vie, c'est-à-dire une personne, une maman en situation monoparentale isolée ou un public senior, allocataire du RSA en grande difficulté, quand on les accompagne réellement, qu'on se confronte aux difficultés, au final, le collectif se soude et les besoins émergent d'eux-mêmes, d'une certaine manière. Alors, vous nous avez posé des questions dans le chat, on va y répondre. Deux questions au moins, n'hésitez pas à le faire, on peut les prendre, il n'y a aucun problème. Donc, c'est Isabelle Berge, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, qui vous dit ceci, et qui vous fait remarquer qu'il y a des appels à projets régionaux, qui s'appellent appels à projets régionaux État.
qui s'appelle « Repérer et mobiliser les invisibles », sont sur le même principe de l'aller vers, donc d'aller à la recherche, à la rencontre des demandeurs d'emploi et la création de réseaux au plus près des publics. Voilà, elle vous fait cette petite remarque. Bon, voilà. Je pourrais en parler des heures, donc je peux rebondir. Mais oui, effectivement, et c'est typiquement ce que je disais sur les crédits du plan d'investissement dans les compétences. Ces appels à projets, repérage des invisibles, ils viennent complètement renforcer le droit commun. Ils se structurent, ils touchent pour certains effectivement les quartiers politiques de la ville. Ce que va venir éventuellement rajouter la Cité de l'Emploi, et encore une fois, je dis éventuellement parce que ça dépend du territoire. Il y a des territoires où les appels à projets repérage des invisibles, les consortiums qui se mettent en place tournent tout seuls très très bien. Puis il y a des fois, il manque un petit peu de coordination. La Cité de l'Emploi va pouvoir l'apporter et renforcer le lien entre justement ces structures qui repèrent et les structures qui accompagnent. Alors Didier vous demande, comment associez-vous les opérateurs de compétences, je ne sais pas ce que c'est, vous m'expliquez ce qu'est un opérateur de compétences, dans les projets Action Cœur de Ville, ANCT, Petite Ville de demain, donc ça c'est ANCT, Cité de l'Emploi, donc, voilà, donc dans tout cela, comment est-ce que vous associez les opérateurs de compétences dans ces projets qui sont notamment en charge du développement de l'alternance? Je pense que c'est les opérateurs de compétences qui sont en charge du développement de l'alternance. Ok, alors remettez-moi de l'ordre que je comprenne, parce que moi je suis pas un je ne sais pas, spécialiste. Alice, si tu veux parler, si vous avez des liens avec les OPCO ou... Les OPCO. Voilà, les OPCO. Voilà, les OPCO. Le sigle est toujours plus. Je vais être très honnête, c'est un chantier. Et du coup, c'est un appel. C'est en cours, on y travaille. C'est en cours, on y travaille. De notre côté... C'est quoi la question? Excusez-moi, je suis perdu. En fait, la question, c'est que donc, les opérateurs de compétences sont en charge de beaucoup de choses, mais... C'est, et là, désolé parce que mon expertise juridique va trouver ses limites, pour moi, c'est des représentants des branches professionnelles en charge notamment d'assurer le financement et des salariés de ces dites branches, et du coup, forcément, le financement aussi de l'alternance. Monsieur Gontier confirme. Voilà. Merci, monsieur Gontier. J'ai eu chaud. Donc, représentant des branches, ok. Voilà, et c'est vrai que c'est du coup des acteurs qui sont très importants pour nous, qui ont souvent aussi des antennes régionales. Et sur ce champ typiquement de l'apprentissage, nous, c'est quelque chose qu'on souhaite travailler. Donc ça, c'est le premier point, côté apprentissage. Et puis, je pense qu'il y a aussi un enjeu. On parle beaucoup de demandeurs d'emploi, mais aussi tout un sujet sur l'évolution des compétences de salariés à bas niveau de qualification, par exemple. Et si je reprends encore mon prisme quartier politique de la ville, on sait qu'il y a beaucoup de salariés dans des secteurs qui sont aujourd'hui en tension, parce que les résidents des quartiers politiques de la ville sont beaucoup sur les secteurs en tension, c'est-à-dire beaucoup bâtiments, hôtellerie, restauration. Voilà, c'est comment peut-être on accompagne ces salariés pour pouvoir avoir des carrières professionnelles qui servent à la fois les entreprises qui les emploient et du coup ces personnes en tant que salariés. Donc ces OPCO, ces représentants des branches professionnelles, vous les associez, ils font partie du tour de table, ils sont là avec les... Pas encore. C'est là où je dis que c'est un chantier. Petite grimace. Voilà. Oui, non, mais c'est pas du tout une grimace parce que c'est enthousiasmant. Voilà, c'est pas le cas. C'est le cas avec certains. Chantier en cours, parfait. Alors, Didier ajoute, qui nous écoute, nous sommes preneurs pour travailler avec vous sur ce chantier. Voilà. Hein. C'est Didier Antoniol. Nous sommes déjà en lien avec les 13 villes Action Cœur de Ville en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parfait, avec plaisir. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec quelque chose d'extraordinairement concret. C'est avec vous, Nicolas Gontier. Vous êtes directeur d'une école. Alors, c'est très intéressant, d'une école de production. J'imagine que tout le monde ne sait pas ce qu'est une école de production. L'école de production de Béthune-Bruet. Qu'est-ce que c'est qu'une école de production? L'idée, c'est d'abord, il y a une belle dynamique qui s'en crée de plus en plus. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Et en quoi est-ce que ces écoles, qui sont là pour former des jeunes, on peut le dire tout de suite, répondent effectivement à des besoins d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une école de production? Alors, une école de production, en fait, c'est un modèle déjà qui existe depuis 140 ans. Mais qui se développe depuis peu, finalement, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y en a 45 en France et il me semble qu'il y en a une vingtaine qui vont ouvrir à la prochaine rentrée. Ah oui, 45 en France et la prochaine rentrée, il y en a 20. C'est ça. Ah oui, d'accord. Je pense qu'en Ile-de-France, il y en a une vingtaine qui vont ouvrir dans les 3 ans qui viennent. Enfin, ça se développe pas mal. Donc ça explose, là. Ça explose, exactement. Okay. Ouais. Le principe, c'est en fait, on forme des jeunes de 15 à 18 ans. Donc chaque école a sa spécialité. Donc ça peut être, ce qui nous concerne, c'est l'usinage, mais ça pourrait être la métallerie, la restauration, le maraîchage, la mécanique automobile, la menuiserie. Enfin, il y a des domaines assez variés.
Le principe, c'est qu'on forme donc ces jeunes vraiment avec une pédagogie qui est basée sur la pratique. Donc en général, c'est des jeunes qui repoussent un peu le système scolaire classique, qui n'en veulent plus. Et nous, on les raccroche vraiment avec une pédagogie basée sur la pratique. Tout pratique. Oui, vraiment extrêmement pratique. Déjà, on travaille sur des vraies commandes. Donc on est une école entreprise en fait. Ça, c'est une grande spécificité d'école de production. Oui, exactement. Des vraies commandes d'entreprise. Des vraies commandes d'entreprise. Là, on d'entreprise. rigole pas, il faut que... Voilà, on produit, on est tous dans le même bateau. Ils sont presque salariés finalement. Alors presque, ça veut dire. Parce que moi si on me dit « Ah, venez, vous serez presque salarié », je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai un petit chèque ou je pas? Non, non, voilà, c'est là où je ne suis pas complètement salarié. Alors déjà l'école est gratuite, donc effectivement, je pense que si on valorise un peu la formation, ça peut représenter entre 15 et 20 000 euros selon les spécialités, 15 et 20 000 euros par an, par élève. Donc ça a un vrai coût, cette formation, mais ça permet de former des profils très techniques et donc très recherchés dans l'industrie. Donc ça aide énormément, ça sert vraiment les entreprises là, qui recherchent et qui ont du mal à recruter. Donc très pratique, vous m'avez dit, il y a 25 heures, les semaines sont des semaines de 25 heures 35 heures. 35 heures, voilà. Dont 25 heures de pratique. Et dont 25 heures de pratique. Ah oui, donc c'est beaucoup là. Donc 25 heures que dans des CAP classiques. Ouais, c'est beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Ouais. En fait, les jeunes sortent avec finalement 2000 heures de pratique au bout de 2 ans, donc ils sortent avec un CAP. 2000 heures de pratique. Ouais. Et donc finalement, vous avez dit, ces jeunes, ils veulent de l'action. Ils veulent de l'action, exactement. Ah, c'est de blabla là. Donc rester assis plusieurs heures sur une chaise et écouter, être passif, c'est pas du tout leur truc. Mais ils découvrent ça en arrivant dans votre école. Ils se disent mais finalement c'était fait pour moi et je m'en rends compte et formidable. Oui. Ou est-ce qu'ils le savent? Ils se disent non mais c'est pas ça qu'il me faut. J'ai besoin de faire un CAP ou ils sont en recherche d'eux-mêmes. Alors en général effectivement pour certains ils sont décrochés déjà depuis un moment. Ouais. Donc forcément il y a autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont même plus. À l'école depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Wow. Ça peut être effectivement des jeunes qui décrochent depuis un moment, des jeunes qui décrochent depuis quelques mois. Donc j'imagine avec un malaise associé aussi. Il y a des... Oui, alors forcément des parents qui s'inquiètent. Une impression de, je sais pas comment dire, alors, des questions sur sa propre valeur, sur ce qu'on va faire de sa vie. Oui, parfois il peut y avoir au fond finalement un peu de manque de confiance, effectivement, en se disant moi je suis nul, je suis mauvais à l'école. Pour certains, c'est juste catégorique, quoi. L'école, j'en veux pas. Ça, voilà. Ouais. Rester assis sur une chaise, c'est pas mon truc. Mais quand vous arrivez, que vous leur dites, voilà ce que c'est qu'une école de production, ils arrivent à se projeter spontanément, à se dire, finalement, ce serait peut-être pas si mal. Oui, alors sur le principe, il faut vraiment les convaincre. Non, en général, effectivement, sur le principe, ça leur plaît. L'approche leur plaît. Bien souvent, ils découvrent par contre notre spécialité, donc l'usinage. L'usinage. Ça, c'est une découverte totale. Parce que quand vous arrivez, vous dites, voilà, tu vas faire de l'usinage, ils disent pas, mais oui, c'est ça que je voulais. Non. Ouais, je pense que spontanément. Dans 90% des cas, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'est, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ils accrochent plutôt par l'approche, donc la pratique. Donc, pratique. Ouais. Petit groupe aussi. Petit groupe, ça, c'est très, très, très spécifique des écoles de production. C'est très important. Petit groupe, c'est combien de... C'est 12 élèves maximum. 12 élèves par promotion. Exactement. Et je vous demandais, est-ce que vous pourriez ouvrir plusieurs promotions parallèles? Oui, c'est. Vous n'en avez qu'une, hein? On n'en a qu'une, de 12, ça y est. Ouais, c'est ça, bon. On est au complet. Et en fait, effectivement, il y a un maître professionnel qui est vraiment un professionnel, un expert du métier, qui transmet son savoir pendant les 25 heures d'atelier. Et quand il est malade, qu'est-ce qui se passe? Quand il a la Covid. Ah, il y en a 2, d'accord. On a prévu la prochaine promo, donc le deuxième maître pro est déjà là, et voilà. D'accord. Donc, exigence de qualité, parce qu'on travaille... pour de vrai, hein, pour des entreprises. Exactement, oui. Si une pièce n'est pas bonne, elle revient. En principe, on l'envoie forcément bonne parce qu'on a du coup, en place un système qualité. Voilà. Aujourd'hui, nous, le défi, c'est de savoir faire une pièce, mais c'est aussi de savoir en faire 500 pièces bonnes. Et donc, du coup, on a des problématiques de comment faire 500 pièces bonnes. Il faut prêter attention à l'usure de l'outil qui arrive au fur et à mesure. Il faut gérer le contrôle qualité, par échantillonnage, etc. Donc il y a ces aspects-là, et après il y a aussi le fait qu'on est connecté vraiment à toutes les entreprises locales qui nous passent des commandes, donc qui sont nos partenaires et nos clients. Et quand on finit une commande, souvent on essaie d'aller la livrer avec un jeune.
comme ça, régulièrement, il met le pied dans l'entreprise. Il se connecte aux entreprises et le lien se crée, il n'y a plus d'appréhension et voilà. Donc ça... On a besoin d'usineurs en France ? Alors oui, beaucoup. Je pense que vraiment un jeune qui sort de notre école aura le choix entre il aura facilement 4-5 propositions d'emploi très très facilement. 4-5 propositions d'emploi oui, quand il sort de là. Des emplois locaux ou... Ah oui, des emplois locaux, mais il peut travailler n'importe où en France Ouais. avec une formation d'usineur, sans souci. Ouais. L'usinage, hein, évidemment, c'est l'idée de former des pièces métalliques. Hein. Oui, métallique ou plastique. Plastique aussi, oui, on peut faire en du aluminium, aluminium, effectivement en c'est ça. acier, en plastique. Ouais. Alors, est-ce que vous leur parlez d'impression 3D ? Parce que moi, je me dis, l'usinage, c'est formidable, mais quel avenir pour mon métier, quoi ? Oui, alors on l'évoque effectivement. On leur montre par exemple ce que c'est une imprimante 3D plastique plutôt, parce que ça c'est plus abordable et plus courant. Par contre, l'impression 3D métal, c'est quelque chose qui est seulement en train d'arriver, qui n'est pas du tout, on va dire, démocratisé dans les entreprises. Donc ça c'est pour plus tard, mais... Bon, l'idée, c'est qu'ils peuvent switcher. Finalement, on est usineur, on entre dans une entreprise, mais on n'est pas obligé de rester usineur toute sa vie. Non, pas du tout. Bah, déjà, on met un pied dans l'industrie. C'est ce que je leur dis à chaque fois qu'on visite une entreprise. On essaie d'en visiter aussi un maximum. On met un pied dans l'industrie, on découvre qu'il y a vraiment un tas de métiers différents. On peut conduire des ponts qui permettent de porter des charges de 50 tonnes dans les grandes aciéries. On peut conduire des lignes de production complexes, automatisées, robotisées. Donc finalement, déjà, on a un pied dans l'industrie. Ça, c'est déjà la base. Après, les industriels, ils savent très bien qu'ils n'auront pas forcément quelqu'un qui est formé spécifiquement à un métier très précis, mais déjà quelqu'un qui a une culture industrielle, qui sait lire un plan, qui est familier, je dirais, des process industriels. C'est déjà beaucoup. Alors, comment est-ce que vous embarquez les entreprises ? Quel est votre statut ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont là, présentes au conseil d'administration ? Comment on crée une école de production ? Moi, j'en veux un sur mon territoire. Moi, j'en veux une. Ouais. Alors déjà, c'est porté par... au départ, c'est quand même porté par une personne. Donc, effectivement, on en discutait avec Anne. Il n'y en a pas encore sur le territoire d'Arras. Mais finalement, ça dépendra de la volonté d'une personne qui voudra mener cette étude en lien avec le territoire, parce que c'est très ancré sur son territoire, une école. On mène une enquête, on vérifie auprès des entreprises quel est le besoin, quels sont les métiers en tension, parce qu'on ne choisit pas selon son goût personnel, on le fait en cohérence avec les besoins du territoire. On interroge aussi tous les réseaux, enfin les institutions, les associations qui accompagnent les familles et les jeunes pour vérifier aussi s'il y a un besoin, s'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui auraient besoin de ce dispositif. Une fois qu'on vérifie qu'il y a une cohérence, là on peut créer son école. On est accompagné notamment aussi par la FNEP, la Fédération nationale des écoles de production. Et après, voilà, il y a tout un tas de dispositifs pour être subventionné et monter un projet viable, quoi. Vous me disiez, un jeune qui fait 15 fautes par mot, on s'en fiche. Oui. Pas le problème. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Ah oui, peu importe. Le critère de recrutement, c'est l'âge. Il faut Ouais. quand même avoir 15 ans, avoir terminé le cursus collège. Mais après, le seul critère et unique critère, c'est la motivation. On a par exemple des jeunes qui sont des mineurs non accompagnés. Donc, dans la promo actuelle, il y a 3 Guinéens. Ah oui. Donc ils sont francophones, mais bon, forcément, ils ne sont pas non plus experts de la langue française. Comment est-ce qu'ils sont arrivés en France et à quel moment ils sont arrivés en France ? Alors pour certains, ils étaient arrivés en septembre dernier. Ah, c'est Donc tout c'était récent. Pour d'autres, c'était il y a... Non accompagnés, c'est-à-dire sans Ils sont arrivés adulte seuls, avec eux effectivement, à 15-16 ans. Et comment est-ce qu'ils sont venus jusqu'à vous ? En fait, arrivés une fois sur le territoire, ils sont en général pris en charge par des associations. Donc nous, en l'occurrence, on travaille avec la Vie Active, qui a un service dédié. Et eux les aident vraiment justement à s'insérer, à se construire un projet, à retrouver une formation, etc. Ils sont arrivés mineurs, ils sont toujours mineurs aujourd'hui. Oui, vos jeunes, ils ont entre 15 et 18 ans, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils sont toujours mineurs, ils apprennent à vivre en autonomie grâce à cette association qui les accompagne. Et donc nous, en fait, on s'est fait connaître auprès du tissu social local, donc les institutionnels et aussi les associations. Et le fait de se faire connaître, en fait, ils ont détecté que ça pouvait être une solution pour certains de leurs jeunes, quoi. Et comment ça se passe avec ces 3 Guinéens ? Ils vivent ensemble, ils se connaissent Ils se connaissent, mais ils sont dans des logements différents, finalement. Ils sont pas plus ils sont aussi copains avec les autres
personne de la promo, il n'y a pas de souci. Et non, ça se passe à merveille. Bon, et les filles alors? Vous avez des filles un peu là? Comment ça se passe? Une fille. Oh là là! C'est difficile. Ben ouais, alors. Aujourd'hui, on essaye de casser un peu les codes, de donner Casser les envie, schémas, des discussions avec Anne Delabre, il faut casser C'est les ça. schémas, elle sait comment on fait. Donc non, mais après on essaye on a monté une école qu'on veut la plus moderne possible et la plus attrayante possible. On espère du coup au passage que ça attirera effectivement des filles parce que y a quand même beaucoup de garçons dans l'industrie, hein, il faut dire ce qui est. Mais voilà, on a une fille quand même dans la promo, c'est déjà pas mal. Bon, d'accord, parfait. Des petits commentaires peut-être sur l'école de production? C'est une belle initiative. Alors, avant qu'on parle avec Pascal Rousset, Alice Rosado, Nadir Awad également, qui sont également présents. Bon, c'est joli là. Ouais, allez-y, Alice Provendier. Ah oui, peut-être juste pour dire qu'effectivement, les écoles de production, c'est un modèle qu'on soutient beaucoup et qu'on encourage dans le cadre du programme Territoire d'industrie. Ou ANCT. Ouais. À la NCT, mais également côté Banque des territoires. Je sais qu'il y a des dispositifs d'accompagnement en ingénierie encore mobilisables à ce jour pour les territoires qui seraient intéressés par cette idée déjà de travailler une première phase d'ingénierie pour la mise en place à terme d'une école de production. Et donc on a lancé l'année dernière un appel à manifestation d'intérêt pour encourager la création de toute une série de nouvelles écoles de production, donc sans doute en partie celles qui vont ouvrir prochainement. Et voilà, c'est un modèle qu'on soutient parce qu'effectivement ça nous semble répondre vraiment à ce besoin de mise en adéquation sur un territoire donné, besoin de recrutement des employeurs, enfin de réponse aux besoins des industriels et en même temps une formation vraiment performante, adaptée et qui offre à des jeunes des solutions ensuite d'emploi vraiment garanties à l'issue du parcours. Bon, très bien. Alors continuons avec vous, Pascal Rousset, donc de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Vous êtes consultant relations institutionnelles et partenariales à l'APEC. Une question qu'on peut se poser, c'est quand vous arrivez sur un territoire, comment est-ce que vous adaptez votre offre de service aux besoins de ces territoires? Il y a besoin de s'adapter à chaque territoire? Alors, plus ou moins, disons qu'il y a des problématiques particulières de territoire, puisqu'on est nous dans une situation très particulière. On est en plein emploi, pour être très clair, et on a plus de 280 000 embauches qui vont avoir lieu en 2022. Autrement dit, on va rattraper quasiment ce qu'on avait comme résultat en 2019, qui étaient déjà des années exceptionnelles. Malgré l'inflation, malgré la crise Covid. Alors, la crise Covid a marqué un arrêt brutal. Oui. Déjà en 2021, on avait rattrapé 18% par rapport aux années précédentes. Et là, on est à 5%. On a un effet quand même avec un petit risque avec la guerre en Ukraine. Et donc, il y a un petit peu ralenti, mais on devrait être encore sur ces niveaux-là. Tout à fait. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, là, on arrive à des problématiques territoriales. C'est-à-dire que toutes les régions n'attirent pas de la même manière les cadres et les jeunes diplômés. Et dans les régions qui attirent, dans le territoire, il y a des endroits du territoire qui l'attirent beaucoup moins que d'autres. Donc, c'est des problématiques sur lesquelles nous, on travaille, particulièrement parce que l'APEC a deux missions principales, c'est accompagner les jeunes issus de l'enseignement supérieur et les cadres en activité ou en recherche d'emploi dans leur carrière tout au long de la vie, et d'accompagner les PME et les TPE dans leur recrutement. Donc, et là, on a des problématiques d'attractivité, de marque employeur, on l'a évoqué. Donc, on fait des diagnostics de marque employeur. On aide la marque employeur, c'est qu'est-ce qui, moi qui suis un employeur, qui suis une entreprise, qu'est-ce qui fait que j'attire ou pas des candidats? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à dire sur mon entreprise et en quoi c'est différenciant de mes concurrents, puisqu'il y a une concurrence. Qui je suis, qu'est-ce que je propose? Tout à fait. Okay. Et en étant franc et honnête, puisque ça ne s'agit pas de faire c'est pas du marketing. Donc on travaille là-dessus. On travaille sur l'aide à la rédaction des offres d'emploi, puisque souvent les offres d'emploi ne sont pas forcément très attractives non plus. Donc il y a un vrai souci. Et puis sur la recherche de candidats. Donnez-moi un exemple d'offre. Faites-moi un mini-cours là. En l'occurrence, déjà une offre d'emploi sur laquelle vous ne mettez pas la rémunération, c'est déjà un effet. Vous perdez beaucoup déjà de candidats parce que. Qu'est-ce qu'on me cache? Qu'est-ce qu'on me cache? Après, décrire un poste comme on peut le trouver dans n'importe quelle division de fonction, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut savoir, c'est ce métier-là que je vais faire chez vous. C'est quoi la mission, c'est quoi vraiment sa spécificité. Sinon, dire à un comptable qui va faire de la comptabilité, c'est pas ça qui va être différenciant. Donc il y a ce genre d'éléments.
Et puis, Donc être un peu spécifique, précis, se mettre à la place finalement du demandeur d'emploi, pour se dire qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui lui va l'intéresser. exactement. Et là, on touche à des sujets particulièrement intéressants, puisqu'on peut faire le lien entre l'attractivité de l'entreprise, la marque employeur, mais aussi la marque du territoire. Parce qu'un cadre, lorsqu'il va décider ou pas d'ailleurs d'une entreprise, il faut que l'entreprise soit attractive en tant que telle, mais il faut aussi que le territoire autour le soit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des problématiques d'enseignement, d'accompagnement de la famille, de dynamisme des relations qu'il va pouvoir trouver. Donc il faut aussi travailler sur cette notion de territoire associé à un territoire économique. Et d'ailleurs, avec Territoire d'Industrie, on expérimente quelque chose là, de tout à fait passionnant. Une collectivité territoriale d'Île-de-France a regroupé une quinzaine d'employeurs pour leur dire voilà comment on va travailler ensemble, pour voir comment on va travailler sur des éléments de langage pour attirer des candidats et également promouvoir le PCI en question, la commune en question. Donc c'est ça l'idée, c'est de dire vous venez travailler chez moi, mais moi je suis dans un territoire, et ce territoire-là, il doit être attractif par rapport aux cadres et aux jeunes diplômés. Bon, merci beaucoup Pascal Rousset pour cette intervention. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez d'autres éléments à partager avec nous. Continuons avec Alice Rosado. Alice Rosado, vous êtes directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et donc, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe, vous vous adressez beaucoup à des personnes qui n'ont pas forcément accès au système bancaire traditionnel. Et vous pouvez les aider même à créer leur propre entreprise, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est bien ça. On a beaucoup parlé d'emploi salarié là, jusqu'à présent. Et effectivement, je vous remercie de me permettre de témoigner sur une autre réalité du monde de l'emploi et du monde du travail et des possibilités d'insertion sociale et professionnelle via l'emploi non salarié. Donc, effectivement, l'ADI, on est une grande association nationale qui finançons et accompagnons des créateurs d'entreprises qui n'ont pas accès, comme vous le disiez, au système bancaire classique parce qu'ils ont des projets de plus petite taille, parce qu'ils ont un profil socio-économique qui fait que voilà, ils ne trouvent pas forcément des financements auprès des banques, puisqu'ils sont demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes décrocheurs. Voilà. Et donc, à l'ADI, nous, chaque année, on finance et on accompagne 25 000 entrepreneurs à se lancer et à développer leur entreprise. Voilà. Et particulièrement dans les quartiers politiques de la ville, puisqu'on a 25% de ces 25 000 entrepreneurs qui résident dans ces quartiers politiques de la ville. Alors, par exemple, on a les cités de l'emploi au sein de ces quartiers politiques de la ville. Et ces cités de l'emploi, l'idée, c'est de rassembler tout le monde, de faire un grand tour de table avec tous les acteurs. Vous en faites partie ? Oui, tout à fait. On fait partie de certaines cités de l'emploi et notamment à Toulouse, où on a pu participer à 2 événements depuis le début de l'année 2022. Une très récemment, début juin, dans le quartier, au cœur du quartier du Grand Mirail. Et donc finalement, on voit que les sujets sont les mêmes que ce qu'on dit depuis le début de la table ronde sur la question de la collaboration et la synergie entre acteurs. On voit que de manière générale, l'envie d'entreprendre, la création d'entreprises est de plus en plus forte en France. Et malgré la crise, notamment les jeunes ont de plus en plus envie de se lancer, de créer leur entreprise. Et donc, on a l'ADI, mais on a plein d'autres structures, les services publics de l'emploi, Pôle emploi, la mission locale qui aussi travaillent sur ces questions-là. Et donc, comme pour l'emploi salarié, on a besoin de cette mise en synergie des acteurs parce qu'on n'intervient pas toujours au même moment de maturité du projet de création d'entreprise. On n'intervient pas avec tout à fait les mêmes publics. Et donc, pour un créateur d'entreprise dans les quartiers, de savoir vers qui se tourner, c'est pas évident. Et donc, voilà, on a participé à un grand événement de l'entrepreneuriat labellisé Cité de l'emploi à Toulouse, par exemple, récemment. Alors, donnez-moi des exemples comme ça de personnes que vous pouvez soutenir. Quel genre d'entreprise est-ce qu'ils montent typiquement ? Alors, nous, on est sur des petites entreprises parce qu'on peut financer en métropole maximum 12 000 euros de prêts pour lancer son entreprise. Et donc, c'est vraiment des activités très diverses. Ça peut aller de la couture à la petite restauration, des food trucks, des petites épiceries locales. Donc, vraiment, c'est très varié, des services à la personne, vraiment une grande, grande diversité. Donc, nous, on accompagne plutôt
on accompagne surtout les porteurs de projets qui sont au stade vraiment de l'idée assez concrète et donc qui ont besoin de passer à l'acte via un financement, hein, souvent majoritairement, et puis un accompagnement. Et donc, voilà, les cités de l'emploi et les événements, par exemple, à Toulouse, ça permet vraiment de se faire connaître, hein, parce que, notamment dans les quartiers, les habitants ont envie de créer leur entreprise, mais ils ont du mal à concrétiser ce projet-là parce qu'ils ont des freins, ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc là, on a une journée entièrement consacrée à la création d'entreprise, avec des exemples très parlants de témoignages de créateurs d'entreprises du quartier, de concours de pitch, d'ateliers très, très concrets sur la gestion administrative, l'immatriculation, tout ça. Et puis, voilà, la possibilité de rencontrer l'ensemble des acteurs, parce que ce n'est pas à eux de savoir vers qui se tourner en fonction de leur projet. Ouais. Merci beaucoup, Alice Rosado. Il y avait une question pour l'APEC. On vous demande ceci. Vous apportez un soutien pour la marque employeur, donc aider les employeurs à comprendre qui ils sont, comment est-ce qu'ils peuvent effectivement attirer des demandeurs d'emploi, etc. Est-ce que ce soutien en marque employeur est réservé au privé ou est-ce qu'il s'adresse aussi aux collectivités territoriales ? C'est une très bonne question puisque effectivement on intervient grâce à l'ANCT aussi pour aider à recruter notamment les chargés de mission et les chefs de projet de Petites Villes de demain, du programme aussi Ruralité et Montagne. Autrement dit, ce sont des programmes qui ont une finalité de revitaliser ces territoires. Et donc, on a besoin de compétences et on aide à recruter ces personnes. Donc, effectivement, la marque employeur sera abordée également pour des collectivités. Donc, ils peuvent se retourner vers les centres APEC pour travailler sur cette marque employeur. Les centres appellent APEC. Ah, pardon, les centres APEC, pardon. Voilà, et des consultants en fait, à l'APEC, il y a deux types de consultants. Il y a des consultants qui sont attachés à l'entreprise et aux collectivités, donc ils vont travailler sur le recrutement, la marque employeur, puis d'autres prestations. Et puis des consultants qui sont uniquement attachés à aider les jeunes diplômés et les cadres à trouver un emploi. Donc voilà, c'est deux métiers différents et donc ils ont affaire à un consultant en relation entreprise. Parfait, parfait. On a une question de quelqu'un de Pays de Sologne qui dit, voilà, cette personne a l'impression qu'on a beaucoup parlé des villes. Qu'est-ce qui se fait dans le monde rural ? Léa Gisley. C'est un biais, parce que c'est beaucoup trop long pour Paul de dire l'intégralité du titre, mais c'est vrai que je suis directrice du programme Emploi, Formation, Développement économique au sein de la direction déléguée à la politique de la ville. Donc forcément, on parle plus de villes que de territoires ruraux. Je pense qu'en creux, et typiquement, que ce soit l'ADI, l'APEC, les écoles de production évidemment, toutes ces actions, elles touchent les territoires fragiles au sens large de manière prioritaire, et donc notamment les ZRR et les QPV. En fait, moi j'ai tendance à dire que les problématiques sont différentes. Si on prend la mobilité, c'est évidemment des problématiques très différentes entre un centre urbain dynamique et une zone de revitalisation rurale. Et en même temps, il y a cette même difficulté qu'on peut constater, dont on discutait notamment sur Béthune-Bruay, problème de mobilité aussi psychologique. Des fois, on n'est pas forcément très loin, mais on a des difficultés à quitter son territoire parce que c'est difficile de s'en extraire. Donc, d'une certaine manière, il y a plein d'adaptations à faire, mais je pense que toutes les solutions présentées, en tout cas la démarche de coopération, elle n'a pas forcément la même échelle, elle ne va pas mobiliser du tout les mêmes acteurs. C'est vrai qu'en ruralité, il y a moins de bailleurs sociaux, pas forcément de gardiens d'immeubles, on est plus sur du pavillon peut-être un peu plus diffus. Mais en tout cas, la logique de coopération à l'échelle d'un territoire, qu'on va retrouver dans d'autres expérimentations, elle s'applique aussi bien aux territoires ruraux qu'aux quartiers politiques de la ville. Et je pense qu'il y a aussi cette même défiance, peut-être vis-à-vis des services publics, ou ce même sentiment, en tout cas, que les services publics ne sont pas adaptés ni à leurs besoins, ni à leurs attentes. Voilà. Merci beaucoup. Nadir Awat est avec nous également. Vous êtes chargé de mission développement économique, insertion, emploi à l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Alors, on va rester dans la ville, j'ai l'impression. Bon, mais écoutez, voilà. Vous, à l'ANRU, vous avez vous êtes intéressé justement à ces travaux de rénovation urbaine. Et l'idée, c'est, dans la mesure du possible, d'intégrer dans ces travaux des personnes qui sont en insertion. C'est bien ça, et vous avez créé un guide pour essayer de faire en sorte de pouvoir les accueillir au mieux, ces personnes en insertion, dans ces travaux de rénovation urbaine ?
Oui, bonjour à tous. Effectivement, pour répondre à cette question de l'atelier, quels sont les atouts du territoire, je viendrai après dans le détail de mon intervention sur la place de l'ANRU. Donc les atouts du territoire pour favoriser l'insertion et le développement économique. Il y a un outil qui est génial, c'est la commande publique, et notamment la commande publique responsable. C'est-à-dire que ça consiste à l'occasion de cette mise en œuvre de cette commande publique, donc en fait ce sont tous les achats réalisés par les services d'État, les collectivités locales, etc. On fait en sorte pour que ce soit des personnes en insertion qui soient embauchées par les entreprises qui réalisent les travaux ou les services. Donc si je donne quelques éléments de cadrage, la commande publique en France c'est à peu près 100 milliards, et à peu près 15% de cette commande intègre une dimension sociale. Alors au niveau de l'ANRU, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, l'ANRU, sans vous abreuver de chiffres, mais donner un peu quelques éléments un petit peu globaux. Donc c'est un établissement public qui a 18 ans. Pour la petite anecdote, on a déménagé hier. On était situé à Paris et maintenant le siège de l'ANRU est à Pantin, dans le 93, donc du coup un petit peu plus proche des territoires. L'ANRU, c'est une ambition de changer les quartiers, de les renouveler, de les réaménager, de faire en sorte que ce soit plus agréable d'y habiter. L'ANRU, c'est 12 milliards d'investissements, et ces 12 milliards d'investissements génèrent 50 milliards de commandes publiques, pour là aussi faire en sorte que les quartiers soient plus agréables à habiter. Pour combien de personnes? Pour 5 millions de personnes. Donc c'est un effet un petit peu massif sur les quartiers, mais pas que, puisqu'on peut avoir aussi des sites en rénovation urbaine qui sont sur des territoires ruraux ou semi-ruraux. Et donc par rapport à cette logique de commande publique, et de faire en sorte pour que ce soit des personnes en insertion qui soient embauchées par les entreprises qui réalisent les travaux, et pour répondre à une de vos questions, oui ça marche. Ça marche puisque au dernier décompte, qui permet de mesurer quel est l'impact de cette mesure-là, c'est plus de 60 000 personnes qui ont eu accès à un emploi grâce à cette démarche-là. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est 25 millions d'heures travaillées dans le cadre de ces démolitions, reconstructions, aménagements. Et donc du coup, c'est pas neutre d'avoir effectivement un effet massif à travers la commande publique responsable, pour faire en sorte pour que des personnes qui ont des petits niveaux, c'est-à-dire des petits niveaux de formation, qui n'ont pas travaillé depuis un moment, qui ont peut-être des fois des problèmes de mobilité ou autres, puissent accéder à un emploi. Donc du coup, c'est un avantage pour un demandeur d'emploi qui retrouve un poste. Et puis c'est un avantage aussi pour l'entreprise, puisque c'est une entreprise qui trouve une nouvelle compétence, qui trouve un nouveau salarié dans des secteurs où on manque de bras. Donc dans cette logique-là, le rôle de l'ANRU ou l'ambition de l'ANRU, et puis ce qui peut être de manière très très concrète pour le tour de table et puis pour les personnes qui nous écoutent, c'est que d'ici la fin de l'année, on va sortir un guide de bonnes pratiques. Voilà, c'est ça. Comment faire en sorte pour que cette logique-là d'achat responsable soit mise en œuvre de manière efficace et pertinente. Donc du coup, ce sera un outil qui sera à disposition de tous ceux qui sont partie prenante de cet achat. Donc du coup, on va avoir les acteurs de l'emploi, on va avoir les acheteurs publics, on peut avoir les entreprises. Et puis ça va donner des repères. Ça va donner des repères sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui marche pas. Ce sera un outil qui sera opérationnel, avec des logiques de questions-réponses. Et puis surtout, ce qui est important, il me semble, à retenir par rapport à l'état d'esprit de la table ronde, c'est un outil qui va valoriser les bonnes pratiques. Cet achat responsable, ça existe depuis à peu près une vingtaine d'années. On se rend compte que les territoires sont très intelligents, très opérationnels pour trouver des solutions innovantes. Donc il y a aussi cette ambition-là de valoriser ce qui se fait bien sur les territoires. Donc voilà un peu l'état d'esprit. Alors voilà, comme on est un peu dans une logique d'échange, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez que j'insiste sur certains points, mais en tous les cas, c'était de partager avec tout le monde ce levier-là de l'achat public responsable pour favoriser l'insertion et puis cet effet un peu massif de la rénovation urbaine.
Merci beaucoup d'avoir fait ce focus bien utile qui attire notre attention sur ce levier qui est vraiment utile. Et donc, on lira votre guide qui permet à chacun de pouvoir s'emparer de ce levier-là. Intégrer des jeunes en insertion dans ce genre de chantier, ça va être extrêmement utile. Avant de se quitter, on a une question de Marion Barre qui vous dit, voilà... un petit territoire en zone rurale où le plus gros bourg-centre compte moins de 1700 habitants. Donc, petit bourg-centre, population pauvre, population peu mobile. Quel type d'entreprise serait susceptible de s'installer sur un territoire comme celui-là ? Qui a envie, y compris vous qui êtes à distance on a Alice, je vous en prie, qui voudrait répondre ? Je pense que c'est... Léa Gisley. Alors pour le coup, là, je vais prendre une vieille casquette de géographe. C'est impossible de répondre en soi à ce type de questions. Ça va dépendre énormément de... Est-ce que vous êtes sur un axe de connexion ? Est-ce qu'il y a un écosystème ? Alors si on pense à l'industrie locale, est-ce que... Plus ou moins proche. Voilà, vous avez la fibre, pas la fibre. Est-ce que vous avez une stratégie de développement territorial ? Ça, je le dis aussi, parce que je pense que on en a parlé, Pascal en a parlé sur l'idée de marque employeur, de marque de territoire. C'est aussi quelque chose qui se travaille. Et on parlait aussi de l'inversion, par exemple, de la relation demandeur d'emploi-entreprise. C'est des relations à double sens et il faut choisir. Et je pense qu'un territoire doit aussi choisir quel type d'entreprise il souhaite attirer, de quelle manière. Et c'est aussi comme ça qu'on construit un positionnement. C'est peut-être dur de faire la fine bouche en fonction des territoires et on peut se dire qu'on va accepter n'importe qui, mais en tout cas l'image elle se travaille aussi pour attirer des entreprises. Donc je peux absolument pas répondre en l'état, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui je pense peut en tout cas se travailler. Et je pense aussi que la NCT peut apporter un appui au-delà de celui qui est fourni par les services préfectoraux aussi en proximité et les préfectures de région. Alors, tout va plutôt bien sur le front du marché de l'emploi, sur le front de l'emploi en France. Écoutez, réjouissons-nous-en, parce que ça fait quelques décennies qu'on attend ça. Alors du coup, on arrive quand même à des difficultés avec des postes non pourvus, avec des personnes qui restent quand même éloignées de l'emploi, alors qu'il y a des postes non pourvus. Et donc, on entre dans le dur, si je puis dire. Il faut casser les schémas. C'est ce qui a été dit. Il faut faire preuve d'imagination. Ça tombe bien, justement, la NCT expérimente, elle teste des manières d'agir. Il s'agit notamment de mettre tout le monde autour de la table, sous la houlette des collectivités territoriales, y compris des acteurs qu'on n'a pas l'habitude d'associer, pour trouver des solutions au cas par cas. On est capable aujourd'hui de faire du sur-mesure, et puis il y a plein d'autres choses qui se font encore, des écoles de production. On se dit que le marché public, c'est aussi c'est une manière d'inclure de plus en plus de jeunes. Donc on voit effectivement, il y a une belle dynamique autour de tout ça qui apparemment ne va pas être tout de suite cassé par l'inflation qui monte. Écoutez, réjouissons-nous-en. Merci infiniment à tous les intervenants. C'est Léa Gisley, Alice Provandier, Pascal Rousset, Aurélien Gaucheran, Alice Rosado qui était à distance, aussi Nadir Awat, Anne Delabre, Nicolas Gontier. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Il y a des kiosques, n'est-ce pas Justine ? Il y a des kiosques qui ont lieu toujours. Donc les kiosques, ce sont des acteurs de tous ces sujets qui discutent directement avec vous sur Internet, sur cette même plateforme sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Regardez le programme. Et puis, quant à nous, on se retrouve à 15h. À 15h, on a notre table ronde de clôture avec des territoires qui seront là et puis qui vont nous parler de la manière dont ils travaillent avec la NCT et puis des responsables aussi de la NCT qui seront également présents. Ça durera juste 1 heure et ça va être très intéressant et concret. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À tout à l'heure.